retrouver avec Guillaume. Avec Guillaume, on va faire le débriefing du rallye du Portugal, dernière manche du championnat du monde des rallyes, première manche sur terre de cette saison 2024. Comment vas-tu, Guillaume? Eh ben, écoute, ça va bien. Salut Fabien. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de te retrouver. Alors, je me permets juste une petite correction pour les pointilleux. C'est la deuxième manche sur Terre, la première en Europe, et surtout la première Effectivement. d'une succession de 7 rallyes sur Terre, qui reste quand même la surface très très majoritaire dans ce championnat du monde. Alors, effectivement, tu as entièrement raison. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire une émission d'une trentaine, 35 minutes, un peu plus raccourcie cette fois-ci. Cette fois-ci, on est deux. La prochaine fois, on sera trois sur la prochaine émission. Et on va un peu lancer le teasing. On va être rejoint par quelqu'un pour une émission, voilà, première émission où on va recevoir des invités. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il roule en double versé. Voilà. Ouais, ouais, Donc, c'est un bon indice. Un bon voilà, c'est indice. un bon indice. Et le reste des personnes, on les laisse chercher un petit peu. On On peut dire dira. qu'il y a un 2 derrière quand même. On va pas non Ouais, plus allez. viser trop haut dès le départ, mais voilà, il y a un 2 derrière. Mais bon, je sais que que tu parles beaucoup de langues, donc il pourrait que tu fasses des traductions ou pas. On n'en dit pas plus. Voilà, on cherche les gens chercheront et essaieront de trouver en commentaire. Alors, ce rallye du Portugal, avant toute chose, le classement. Victoire de Sébastien Ogier. Si je dis pas de bêtises, deuxième victoire d'affilée après la Croatie. J'ai juste ou pas? Tu as juste, le premier pilote a gagné 2 rallyes cette année, sa 60e victoire et 101e podium. Et tout simplement, 14 ans après sa toute première victoire au Portugal en 2010. Donc là aussi, une sacrée longévité, même si je ne suis pas certain qu'il batte le record d'un autre Sébastien entre sa première et sa dernière victoire. Mais bon, l'avenir vous le dira. Alors, le classement, donc Sébastien Ogier qui gagne devant Otanak à 7,9 secondes, Thierry Neuville 3e, 4e Adrien Fourmeau, 5e Dani Sordo, 6e Elfyn Evans, première WRC2 Nicolas Griezine, devant un super Johan Solan, mais on le sait, il a bénéficié quand même de beaucoup de faits de course. On va revenir sur le WRC et le WRC2. On va commencer par les teams, on va commencer par Toyota. Et je suis tenté de te dire, heureusement que Sébastien Ogier gagne, parce que ça aurait pu être la Bérésina pour Toyota, parce que ça a été un rallye compliqué. Et l'image de ce rallye, ça restera quand même la sortie de Calro Vampera et 100 mètres plus loin ou 200 mètres plus loin, celle de Oliver Solberg. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du rallye de Toyota? Rallye compliqué. Rallye très très compliqué pour eux. Qui aurait pu très très bien se passer, mais qui finalement a tourné d'une toute autre manière. Et comme tu le dis, heureusement que Sébastien et Vincent sont là pour ramener la victoire, parce que sinon ça aurait été un tout autre refrain du côté des Japonais. Et en parlant de Japonais, on peut aussi déjà commencer par parler de Katsuta, qui encore une fois, montre une très belle pointe de vitesse, mais avec trop de parcimonie. C'est trop aléatoire, c'est beaucoup trop irrégulier au sein même d'un même rallye et même d'une même journée cette fois. Il a montré une vitesse et des temps très très intéressants le vendredi, bon, bien aidé par sa position sur la route, hein, mais on a vu que ça ne faisait pas tout sur ce rallye et pas autant que ce qu'on aurait pu le craindre. Et encore une fois, le samedi, quand il faut être sous pression et aller chercher vraiment les chronos à armes égales avec tous les autres, c'est là où il refait encore une faute, où il a arraché une roue et il termine son rallye sans d'autres enjeux que d'essayer de marquer des points dans la Power Stage ou le dimanche. Donc un rallye trop irrégulier, surtout qu'en plus il ne marquait pas de points pour le championnat constructeur, donc il n'avait pas vraiment de pression à ce niveau-là. Donc un peu déçu, décevant, Takamoto Katsuta, et bon, ouais, on demande à plus de constance en tout cas. Je sais pas ce que toi tu en as pensé. Moi, on avait déjà parlé. Moi, je t'avais dit avant la saison que c'était l'année ou jamais pour Katsuta. C'est jamais. Enfin, j'ai l'impression que c'est en céphalogramme plat. Il n'y a aucune évolution, il n'y a aucune progression.
Et même, je trouve qu'il y a limite une régression parce qu'en fait, c'est vrai que le rallye de Croatie le dimanche, comme tu l'as dit justement, c'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt. Personne roulait, donc effectivement, il a fait un super dimanche, mais bon, il y avait des circonstances qui faisaient que. Mais moi, je trouve qu'il n'a pas progressé et qu'il fait beaucoup, beaucoup trop d'erreurs quand même. Régulièrement, il fait des petites fautes. Et puis, dès qu'il essaye de hausser le ton, ben, il n'y arrive plus. Quand il est dans sa zone de confort, tu as l'impression que ça va. Dès qu'il en sort, ça va plus. C'est un peu le constat que moi, je dresse. Et puis, comme tu le sais, les jeunes nouveaux derrière arrivent. Ils roulaient pour Toyota sur ce rallye, si je ne dis pas de bêtises, il me semble. D'ailleurs, ça s'est mal fini pour un des deux. Pour Yamamoto. Ouais, mais très clairement, l'avenir se prépare. Hein. Moi, je dis pas qu'il n'a pas les capacités, mais tu as l'impression qu'il est arrivé à un plafond de verre et puis qu'il n'arrive pas à passer ce cap-là. Ouais, non, c'est sûr. De toute façon, voilà, il est assuré de sa place jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que l'année prochaine, Toyota va encore vouloir compter sur lui ou peut-être faire monter un de ces deux jeunes? Après, j'ai l'impression quand même qu'ils sont un peu, qu'ils sont pas assez mûrs, hein, tout simplement. Ils n'ont pas assez d'expérience pour passer sur une Rallye 1, donc je pense qu'il aura encore sa chance l'année prochaine, mais à voir sous quelles conditions, sous quel type de format. Mais sinon, c'est vrai que pour Toyota, ça a été compliqué dans l'ensemble parce qu'il y a eu cette sortie de Kalle Rovanperä où moi, je dirais que clairement, c'est presque mon flop du rallye, Kalle Rovanperä. Parce que, et tu me diras ce que tu en penses, mais alors certes, il a été très performant le vendredi, encore une fois, un peu aidé par la position sur la route par rapport à un Neuville ou un Tanak. Mais à armes égales avec Sébastien Ogier. Donc, ils ont fait des super chronos. Et puis le samedi, il allait assommer la concurrence après avoir fait un magnifique temps scratch sur la première spéciale. Et puis sur la deuxième, là où il partait encore une fois le couteau entre les dents pour essayer de marquer vraiment son territoire, c'est là où il fait une petite erreur, apparemment déconcentré un peu par une note un peu tardive sur des virages précédents de son copilote. Bon, il a pris la faute entièrement sur ses épaules, hein, avec Kalle Rovanperä. Il a dit que c'est pas ça qui expliquait sa sortie. Il a eu une déconcentration qu'il n'aurait pas dû avoir. Mais toujours est-il que ça fait 2 sorties sur 3 rallyes. Et puis surtout, il y a des attitudes qui me paraissent un peu étranges à la fin du rallye ou quand il commence déjà à penser aux vacances d'été, à dire que voilà, il a hâte de partir en vacances. Bon, ça me laisse un peu perplexe et circonspect quant à la suite de cette saison et puis surtout à la suite de sa carrière, parce que j'ai un peu de mal à voir là. Et quand tu vois Sébastien Ogier comme il gère, ou même quand Loeb pouvait gérer des saisons partielles, il s'est peut-être dit que c'était trop simple et qu'il avait juste à revenir, à mettre les fesses dans le baquet et à enchaîner. Mais on remarque que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur et que des pilotes très expérimentés, ils peuvent jouer sur d'autres aspects, d'autres atouts qu'ils ont pu développer pendant leur carrière, mais qu'un très, très jeune pilote encore comme Kalle Rovanperä, tout double champion du monde qu'il est, il a encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Et donc, j'ai hâte de voir comment il va rebondir sur le reste de la saison parce qu'il va avoir les rallyes qui lui conviennent le mieux, notamment avec l'Estonie, son rallye préféré, après la Finlande, son rallye à domicile. Et à voir comment ça évolue. Mais ouais, j'ai été un peu dérangé par ses attitudes et par son rallye dans son ensemble parce qu'il était nominé pour marquer des points et que là, il a un peu failli, j'ai l'impression, de manière personnelle. Alors, moi, je vais te dire très clairement ce que j'en pense. Je pense que très clairement, Kalle Rovanperä, c'est un surdoué du rallye. C'est un génie du rallye. La question que je me pose, c'est est-ce que ces 2 titres ne sont pas arrivés trop tôt pour lui? Tu vois ce que je veux dire? Il est très, très jeune. Il a gagné très tôt. Et je te rejoins là-dessus. Pas tout le monde est Sébastien Ogier, pas tout le monde est Sébastien Loeb qui sont capables de faire une grosse coupure, de se remettre dans une voiture de course
et d'être brillant et de faire peu de fautes et de peu sortir. Je pense que le rallye, c'est un peu comme tout. On doit faire ses gammes, on doit toujours rester dans le sujet. Et moi, alors c'est un autre niveau. Moi, je sais que quand j'ai eu la chance d'être sur des rallyes en championnat de France ou en régional, moi, toutes les personnes que j'ai côtoyées qui faisaient un arrêt, quand ils sortaient de la première spéciale, je leur disais alors ça va? La première réponse était non, pas du tout, j'ai du mal à m'en remettre, j'y arrive pas, c'est compliqué. Et moi, j'ai du mal à croire que quand tu fais des coupures comme ça, tu peux être de suite dedans, de suite à l'aise. Enfin, pas tout le monde est Sébastien Ogier et Sébastien Loeb. Et j'ai l'impression que ce rallye de Portugal est assez semblable à la Suède. Ouais, bah, clairement, Voilà. clairement. Après, c'est pareil. Enfin, tu vois, de se disperser un peu à droite à gauche, d'aller faire du drift, de vouloir faire de la Porsche Carrera Cup en Belgique, si je me trompe pas, pour essayer Oui, de c'est faire un ça. peu de circuit. Il a commencé à parler des 24 heures du Mans aussi. Euh, ouais, je commence à me poser des questions effectivement sur son avenir en WRC, même si je pense qu'il a quand même la passion. Hein. Le rallye, ça reste son amour de jeunesse, on va dire, d'enfance Mhm. même. Il a été programmé pour ça, mais à la manière d'un Nico Rosberg, peut-être en Formule 1. Alors, comparaison, voilà, c'est pas pour comparer, hein, c'est pas forcément possible. Mais est-ce que lui, dans sa tête, il n'est pas arrivé déjà, justement, double champion du monde, le plus jeune, et puis à vouloir profiter de la vie, tout simplement. Donc, Puis donc c'est voilà, des, on va voir, on va pas tirer trop de plans sur la non. comète, Et puis c'est mais bon, voilà. des courbes inverses dans l'attitude. Tu prends Colaro Impera, qui est un surdoué, qui a gagné très jeune, qui est champion du monde et qui limite a l'impression que maintenant le rouler, ça un petit peu l'ennui. Et à côté de ça, tu as le même profil, fils de champion, Oliver Solberg, qui lui est passionné de rallye, qui roule et qui roule et qui roule et qui lui, eh ben, il n'y arrive pas. Tu as l'impression que, pas que c'est mal fait, mais tu vois, tu as un peu cette impression de différence. Et quand tu vois qu'ils sortent à pas très loin et qu'ils se retrouvent tous les deux, moi, c'est la première réflexion que j'ai eue. J'ai dit, tiens, c'est un peu les trajectoires opposées. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est non, assez, mais c'est assez c'est rigolo. sûr. On C'est va sûr, c'est passer. sûr. Ouais, On va passer, ouais, on va peut-être passer, et puis juste pour revenir un peu sur les deux autres pilotes Toyota, où là aussi, pareil, ils hum, ont connu des événements, enfin des rallyes vraiment à l'opposé. ça. Bah, je ne sais pas si c'est nécessaire de revenir sur la nouvelle masterclass de Sébastien Ogier et Vincent Landais. Ils nous ont fait un rallye comme ils ont tellement l'habitude, à être un peu plus attentistes tout en mettant la pression et en indiquant bien à tout le monde qu'ils étaient là, qu'ils étaient positionnés le premier jour. Le deuxième jour, on passe un peu plus à l'attaque et puis on gère ce qu'il y a à gérer pour finir la journée en tête, marquer les gros points. Et puis le dimanche, tout simplement assurer le retour éventuel de Tanak, qui était quand même un peu loin. Ce qui est juste dommage, c'est qu'un rallye comme ça, il soit encore pas récompensé du maximum de points marqués par un pilote ce week-end-là, puisque encore une fois, hein, pour la quatrième fois sur 5 rallyes, le vainqueur du rallye n'est pas celui qui marque le plus de points. C'est Puisqu'on le ça. rappelle, hein, c'est Tanak qui marque 26 points, Ogier qui en marque 25 et Neuville qui en marque 24. Et donc Neuville a dépassé, enfin ouais, avant la toute dernière spéciale, il y avait 7 dixièmes d'écart entre Neuville et Ogier sur le classement du dimanche. Et Neuville ayant joué son va-tout dans la Power Stage, chose que n'a pas fait Ogier, il lui passe devant pour la journée du dimanche, marque des points pour la Power Stage. C'est tout un calcul d'apothicaire qui fait que voilà, en fait, tu as 3 pilotes en 2 points sur un rallye. Donc, encore une fois, c'est l'image de l'école des fans qu'avait employé Sébastien Ogier, justement, où on distribue des bons points à tout le monde. Et puis à la fin, tout le monde est content parce que, voilà, en gros, tu as 3 vainqueurs sur le rallye C'est ça. et un gros perdant qui est Evans, puisque lui, pour le coup, il a traîné sa peine du début à la fin quasiment, puisque le premier jour, malheureusement, son copilote
oublie son carnet de notes sur une aire de pointage. Ça. Et ensuite, il est obligé de faire son rôle, de dicter les notes à travers son téléphone portable, ce qui est beaucoup moins évident, mais qu'il a assuré de main de maître. Et puis, s'ensuit une crevaison, enfin, un rallye très, très compliqué pour Elfyn Evans, qui est le gros perdant de cette manche. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a 24 points d'écart maintenant entre Neuville et Evans, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Ouais. Ça commence à faire beaucoup, là. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire énormément. Alors, et surtout dans ce cadre de championnat et avec la nouvelle réglementation, on se rend compte que ça fait 2-3 rallyes où la différence entre le premier et le troisième, c'est 2, 3, 4 points grand maximum. Donc, quand on a 24 d'avance, hormis un résultat blanc de l'un des pilotes, qui te permet éventuellement de rattraper 20, 22 points, 24 points sur une manche. Sinon, c'est trop compliqué. Là. Enfin, ça commence à sentir très très bon pour Neuville, parce que d'autant plus que il va pouvoir gérer cet écart aussi, hein, tout simplement, en étant un peu moins à l'attaque, en essayant de marquer des gros points sur le samedi, un peu quelques-uns le dimanche, un peu dans la Power Stage, et puis en faisant un peu l'épicier, comme ça, moi ça m'étonnerait pas qu'il puisse être champion en ayant gagné au général que le rallye, que le Monte-Carlo. Hein. On va revenir à Hyundai parce que tu me fais la transition qui est toute trouvée. J'allais te lancer sur Hyundai. Pour moi, le chanceux de ce début de saison, c'est Thierry Neuville. Et il a T'as l'impression que toutes les étoiles sont alignées pour lui parce qu'il y a quelques saisons en arrière, la même sortie en Croatie, il aura abandonné. La même sortie qu'il a eue au Portugal, ça serait fini sur le toit. Et puis là, tu as l'impression qu'il a cette petite chance qu'a eu Sébastien Ogier sur certains rallyes quand il était dans ses grandes heures, la petite chance que Sébastien Loeb a eu aussi dans ses grandes heures. Tu as l'impression qu'il a ce petit truc en plus cette saison qui fait que il peut pas qu'il peut rien lui arriver, mais il a un peu la baraka. Derrière, tu as quand même Otanak qui sort pas le rallye extraordinaire, mais un gros rallye, se remet un petit peu en selle, c'est quand même encourageant. Et Dani Sordo qui sort lui aussi un rallye solide et qui est là. C'est vraiment le point positif, c'est Hyundai. Même si tu disais Toyota, ça aurait pu être le flop, moi je pense que le top de ce rallye, c'est quand même Hyundai. Ah oui, clairement. Alors encore une fois, c'est circonstanciel parce que si Rovanperä reste sur la route, il y a quand même des chances que ça fasse doubler pour Toyota et que notre discours il soit complètement différent. Oui, mais c'est le truc du mec qui a la baraka sur cette saison-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est sûr qu'en termes de performance, en tout cas, ces WRC, ces rallyes 1, elles deviennent de plus en plus proches. Et on se rend compte que sur un rallye comme ça, ou au Portugal, où la plupart des spéciales, et notamment à la dernière de Fafé, la Power Stage, ça commence à ressembler à du circuit. Les pilotes la connaissent par cœur. Quand tu vois que Ogier il a une panne d'intercom, il n'entend plus son copilote pendant une dizaine de kilomètres et qu'au final il finit qu'à 2 secondes du meilleur temps, que Evans il fait toute une après-midi avec son copilote qui lui dicte des notes depuis un téléphone et donc j'imagine qu'il y a eu quelques notes loupées, etc. et qu'au final il perd pas tant de temps. Ça montre aussi que ça commence à être peut-être un peu trop de par cœur, de visionnage de vidéos. Et les moyens justement maintenant mis à disposition pour les pilotes de s'imprégner du rallye, de se remémorer les spéciales est peut-être un peu trop développé pour permettre encore plus à des jeunes pilotes qui, eux, n'ont pas cette expérience de se montrer. Et encore une fois, on voit vraiment la différence qu'il peut y avoir entre les vieux briscards du WRC et les jeunes loups que continue d'être un Fourmeau, un Munster, on en parlera quand on sera sur Ford, voire même un Cadet Rovanperä, même si lui, il a quand même beaucoup plus d'expérience. Mais tout ça pour dire que effectivement chez Hyundai, c'est un vrai bon résultat d'équipe. Neuville, comme tu le dis, que je te disais juste avant, je pense que ça commence à sentir bon parce qu'il a cette réussite du champion.
Mais cette réussite, il faut savoir la provoquer et puis il faut surtout être capable d'être là quand elle se présente pour justement, comme on dit en foot, en renard des surfaces, marquer les gros points quand il faut. Je pense qu'il l'a bien compris. Et puis Otanak, il fait un rallye solide. Bon, il aurait pu se mêler à la victoire un peu plus, peut-être, s'il n'avait pas eu quelques petits soucis. Mais il ne faut pas oublier que Ogier aussi, il a eu son lot de désagréments. Il a eu l'hybride qui n'a pas fonctionné pendant une ou deux spéciales. Il a eu ce problème de radio et d'intercom avec son copilote. Bon, pas mal de petites choses qui ont fait que l'un dans l'autre, euh, Tanak fait un bon rallye qui leur met bien en selle, mais il reste pour moi encore un cran en dessous de Thierry Neuville en termes de performance et de consistance sur la voiture. Et puis juste pour terminer, et puis je ne vais pas être bien plus long, mais Dani Sordo, comme tu l'as dit, qui se rappelle au bon souvenir de tout le monde et notamment de ses dirigeants, pour leur montrer encore une fois que cette tactique d'une troisième voiture avec trois pilotes différents est peut-être un peu compliquée, on va dire, dans sa mise en œuvre. Parce que pour moi, il était encore un petit peu rouillé. Ça fait un moment qu'il n'avait pas roulé dans la voiture. Il a fait quelques bons chronos, mais encore un peu en dessous des autres. Parce que si Hyundai veut compter sur sa troisième voiture pour aller chercher des points aux concurrents de Thierry Neuville pour le titre, il faut plus de performance. Et certes, Sordo, il est encore très constant, il fait des très bons temps, mais pour aller voler des points dans une Power Stage sur un Super Sunday ou même sur un rallye dans sa globalité à un Elfyn Evans, par exemple, il faut être devant lui. Et ça, pour moi, il lui manquait un peu de roulage. Mais bon, je suspecte Dani Sordo de regarder nos vidéos parce que il a voulu me faire mentir quand j'ai dit ouais, il y en a marre des vieux machin truc. Boum, il m'a montré que il était toujours là et que ça roule quand même. On va oui, et puis il faut compter sur lui en Sardaigne aussi, parce que ce sera son deuxième rallye d'affilée. Il va avoir un peu d'essai entre les deux. Il a toujours été performant là-bas. Et puis il va arriver avec une excellente position sur la route. Et là, pour le coup, alors je ne sais pas si ça va nous faire mentir encore une fois et qu'il va y avoir des pluies torrentielles, mais en tout cas, si c'est chaud et sec, sa position sur la route sera beaucoup plus avantageuse que les conditions du Portugal. Avant d'enchaîner sur Ford, il nous reste un petit peu de temps avant la fin de l'émission. On va parler de Ford et un petit peu du WRC2. Je voudrais te poser une question technique parce qu'effectivement, sur ce rallye du Portugal, le balayage n'a pas été aussi important que ce qu'on pensait. On pensait que ceux qui allaient partir devant, à l'image de Thierry Neuville, qui a quand même fait des spéciales le vendredi plus que correct, qu'ils allaient perdre. Ils ont perdu moins de temps. Qu'est-ce qui a fait qu'il y avait moins de balayage sur ce rallye du Portugal? Tu peux un peu nous expliquer ça? Oui, alors après, n'ayant pas été là-bas sur place, c'est un peu plus compliqué à dire, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un printemps un peu plus humide que les autres années et que de fait, les routes, les pistes étaient moins sablonneuses, un peu moins caillouteuses que précédemment. Et donc, ce qui fait que le balayage dans la première spéciale était un peu moins pénalisant puisque tu avais moins cette fine couche de poussière, mais qu'au contraire, le sol étant moins compact et plus meuble, les rallyens avaient tendance à ressortir un peu des pierres et à creuser des ornières pour les deuxièmes passages. Et là, pour le coup, ça avait plutôt tendance à favoriser les pilotes qui partaient premiers sur les deuxièmes spéciales. Donc, ce qui, sur la durée d'une journée, avait tendance on va pas dire à niveler la différence, mais en tout cas à réduire l'impact de partir premier sur la route. On va passer à M-Sport. Alors, M-Sport a un gros rallye solide d'Adrien Fourmeau
l'apprentissage pour Gregor Monster qui est toujours aussi compliqué. Il apprend, mais voilà, c'est très compliqué. Mais je voudrais revenir sur la performance de la voiture. On l'a vu, le Monte-Carlo, c'est des conditions particulières. La Suède, c'est des conditions particulières. La Croatie, c'était le premier rallye asphalte. Ce sont des conditions aussi particulières. Deuxième rallye sur la Terre, premier rallye en Europe, le Portugal qui est archi connu. J'ai l'impression que la voiture a montré son vrai visage un petit peu en retrait par rapport à la Toyota, la Hyundai. Là, elle a fait moins, elle brille un petit peu moins. J'ai l'impression qu'elle retrouve un petit peu plus sa place normale sur des rallyes, on va dire, pas un peu plus conventionnels, mais un peu plus connus. Tu en as pensé quoi, toi, de la performance de M-Sport? Oui, en termes de performance pure de la voiture, on sait quand même que c'est normal. Oui, la Puma est un peu moins perfo que la Hyundai et la Toyota qui sont en perpétuel développement et recherche de performance. Chez M-Sport, on a beaucoup moins de moyens, même s'il y a des évolutions très intéressantes qui ont été amenées sur les derniers rallyes, notamment en termes d'aérodynamique et le nouvel aileron qu'ils ont pu mettre en place. Donc c'est pas forcément une surprise de les retrouver un petit peu derrière en termes de pace, en termes de rythme. Mais par contre, ce qui est toujours aussi impressionnant et agréable à voir, c'est Adrien Fourmeau qui, pour son 50e départ en WRC, montre encore un très beau visage. Il a fait un rallye très solide, très bien construit, en se mettant en confiance sur le premier jour, en attaquant un peu plus pour se positionner le samedi, et puis en essayant de finir un peu plus en roue libre le dimanche, en tentant de gratter quelques points supplémentaires. Euh, il ne peut pas faire bien mieux que ça avec sa voiture, malheureusement, on va dire, mais c'est normal, c'est pas les mêmes montants qui sont investis. Donc malheureusement, j'ai peur que sur les prochaines manches, on puisse avoir un scénario à peu près similaire qui se passe, si ce n'est qu'il risque d'y avoir aussi un peu plus d'abandon devant. Donc il va falloir qu'il compte sur sa fiabilité à lui et à la voiture aussi pour aller chercher d'autres podiums sur les rallyes estivaux. Mais un très très beau rallye encore de Adrien. Il est quatrième au classement du championnat du monde. Il est que 8 points derrière Aude Tanak qui était censé jouer le titre. Donc de perdre une place au classement général, ça lui fera partir une place derrière justement en Sardaigne. Donc pourquoi pas faire un très joli vendredi et puis capitaliser le samedi et le dimanche. On verra. Un mot sur Monster? Oui, alors juste un mot malheureusement, mais c'est vrai que ça. Alors, on a aucune attente a priori sur ses performances. Il est là pour apprendre cette année, apprendre les rallyes, apprendre la voiture. Et bon, cet apprentissage, il passe par différentes petites fautes. Là, ça commence à en faire quelques-unes. C'est dommage. C'est vraiment dommage, mais ouais, je sais pas trop quoi dire. Il faut qu'il prenne son mal en patience et qu'il fasse des kilomètres. Alors là, il abandonne le dimanche, donc c'est un peu moins pénalisant que sur d'autres rallyes. Mais en termes de roulage, hein, je veux dire. Mais bon, ça fait beaucoup de petites fautes. Alors c'est vrai que ce sont des petites fautes à chaque fois, mais ça fait beaucoup de petites fautes. On va passer au WRC2 pour conclure l'émission. Le WRC2, ça a été un petit peu les jeux du massacre. Hein, pour moi, ça a été une course par élimination. J'ai du mal à me réjouir de la victoire de Griezin, même voilà, en WRC2, même si j'adore le pilote. J'ai l'impression que c'est un peu le rallye des occasions manquées, surtout pour Russell, Greensmith, pour Solberg et pour aussi Pierre-Louis Loubet qui faisait sa rentrée et qui est sorti rapidement du rallye sur une sortie de route. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce WRC2? Eh ben, déjà, les événements montrent vraiment
comment dire, la très faible marge que tous ces pilotes peuvent avoir pour être sur le devant de la scène. Il y a eu énormément de sorties de route, de tonneaux, tous plus spectaculaires les uns que les autres. Et ouais, ça montre tout simplement la compétitivité de ce rallye, de cette catégorie, pardon. Parce que oui, Solberg sort, Greensmith sort, il y a aussi Suninen qui sort. Et tout simplement, c'est parce qu'il n'y a pas de marge. Ils sont à l'attaque du début à la fin. Et même si Solberg était parti pour faire, je pense, une sorte de cavalier seul, ben, encore une fois, il est rattrapé un peu par ses démons. Il fait cette faute qui l'envoie au tapis. Greensmith derrière qui limite après avoir repris la tête du rallye 2. Johan Rossel qui a un peu un manque de chance sur une crevaison où il perd du temps. Derrière, double peine, il ne se rattache pas comme il faut. Il prend 1 minute de pénalité parce qu'il est reparti en n'étant pas forcément bien attaché. Derrière, il reprend une autre pénalité le samedi ou le dimanche, ce qui le fait finir assez loin, mais pas trop non plus. Hein. Je crois qu'il finit 4e en WRC2. Donc, il marque quand même des points intéressants par rapport à ses concurrents directs, Solberg et Greensmith, qui abandonnent très clairement, donc qui marquent 0. Gryazin, on rappelle, hein, il gagne la catégorie Rallye 2, mais il ne marquait pas de points pour le championnat puisqu'il n'avait pas décidé il avait décidé de ne pas nominer cette manche comme étant une des manches qui serait comptabilisée pour lui. Donc il est complètement transparent au niveau du championnat. Et puis ce que je retiendrai aussi, c'est Jan Solans sur la Toyota Yaris Rally 2 qui offre sa première victoire justement à cette Yaris Rally 2 qui s'est montrée performante, intéressante sur la terre, avec des pilotes qui ne sont pas non plus des ultra spécialistes. Donc j'ai été agréablement surpris du rythme. Et puis il avait quand même fait une sacrée belle bagarre avec l'Irlandais McErlin, qu'on n'attendait pas non plus à pareille fête. Mais ils ont été là pour ramasser un peu les miettes. Et puis eux, ils ont le mérite de finir et de n'avoir fait aucune faute du début à la fin. Juste une petite remarque aussi. Moi, j'entends surtout tout le temps depuis que je regarde des rallyes sur les super spéciales, il n'y a rien à gagner, mais il y a surtout beaucoup à perdre sur ces super spéciales. Et ça a été le cas aussi pour Sami Pajari, qui a bousillé son rallye d'entrée de jeu. Je pense que s'il n'avait pas bousillé son rallye d'entrée de jeu sur cette super spéciale, il aurait pu aussi jouer devant lui avec cette Yaris. Hein. Oui, clairement. Mais comme tu le dis, voilà, il fallait pas faire de faute. C'est une compétition en Rallye 2 qui est tellement serrée que ça se joue sur des détails. Et tout le monde le sait que ces spéciales Mickey Mouse, comme on les appelle, les super spéciales en ville sur du goudron avec des suspensions et des pierres et des pneus terre, t'as rien à gagner, t'as tout à perdre, mais à chaque fois, il y en a un ou deux qui se font avoir. Cette fois, c'est tombé sur Sami Pajari, c'est dommage. Mais autre chose à noter qui m'a vraiment interpellé et fait plaisir, c'est de voir la compétitivité de la C3 sur la Terre. Parce que aussi bien avec Nikolai Gryazin qu'avec Johan Rossel, elle s'est montrée très très performante et honnêtement, je pense que Johan Rossel peut repartir confiant de ce rallye parce qu'il y a des choses à aller faire sur la fin de saison avec la Rallye 2 de chez Citroën. Donc bravo à Didier Clément. Je sais je lui passe un petit bonjour, je sais qu'il nous regarde, qu'il nous écoute de temps en temps, et à toutes ces équipes parce qu'ils ont fait un travail assez fabuleux sur cette voiture, sur sa configuration terre. On a tout dit sur ce rallye du Portugal. Prochain rallye, rallye de Sardaigne, encore un rallye sur terre. Ouais, encore un rallye sur terre qui devrait être chaud, sec, cassant. Ouais. Où il va falloir être à l'arrivée aussi, essayer de slalomer entre les grosses pierres qui seront ressorties de la même manière un peu qu'à l'Acropole. Et puis, il faudra être prêt physiquement parce que ça risque d'être
assez exigeant en termes de capacité et de lucidité physique dans les spéciales. L'invité qui sera avec nous, parce qu'on sera 3 la prochaine fois, il sera présent en Sardaigne. C'est un grand sportif. Il se prépare, j'ai vu des stories sur Instagram, il se prépare assidûment sur la liste Sardaigne. On laisse les spectateurs, ceux qui nous suivent, nous répondre dans les commentaires. Tu seras là, bien sûr. Tu me laisses pas seul avec lui. Oui, non. Je serai là avec grand plaisir, surtout que c'est une personnalité très, 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 très sympa, très attachante. Et on peut que lui souhaiter le meilleur pour cette saison et toute celle à venir parce qu'il mérite. Et on verra, ouais, ce sera sympa. Allez, ça marche. On se dit à la prochaine. Ouais, on se dit à très vite pour un autre épisode dédié au championnat de France, au rallye d'Antibes. C'est ça. Et puis, il se peut que dans celui-là, j'ai un petit truc à vous montrer aussi. Donc, rejoignez-nous dans l'autre épisode. Et puis, on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao. Salut. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine